Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi, donc pour discuter ensemble de l'impact des tarifs douaniers sur le secteur philanthropique. Donc, on va se donner un petit peu certaines règles, évidemment, pour notre présentation de ce midi. Donc, je vais inviter les participants qui auraient des questions, peut-être à les conserver pour la fin, puis à ce moment-là, soit de les placer en clavardage ou de lever votre main. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole à la fin, si ça vous convient. Sans plus tarder, on va procéder à la présentation, si vous le voulez bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation. Oui, c'est bon, Christian. C'est bon? OK. Excellent. Alors, bien, ça me fait plaisir justement de vous présenter. Donc, au départ, donc Christian Bolduc, je suis PDG de BNP Inspire. Donc, comme vous le savez, BNP a modifié son image de marque récemment ces dernières semaines. BNP, donc, notre mission est vraiment de pouvoir avoir un impact positif sur la société à travers évidemment la clientèle que nous servons. BNP accompagne nos différents projets avec bienveillance et dynamisme pour obtenir des résultats concrets et durables qui enrichissent évidemment nos différentes communautés. Les valeurs qui animent notre équipe, donc, c'est l'éthique, l'engagement, l'innovation, l'humanité, l'impact donc qu'on veut procurer à travers les organisations que nous servons, mais aussi le dynamisme que nous souhaitons déployer avec notre clientèle. Donc, les tarifs douaniers, donc, quel impact pour le secteur philanthropique? Peut-être vous mettre une petite mise en contexte, évidemment, des tarifs douaniers. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, la tendance des échanges internationaux est à une plus grande globalisation et à multiplier les échanges, à réduire les tarifs et conclure justement nombre d'ententes de libre-échange entre les différents pays. Et c'est ce qui a notamment permis la création de l'Union européenne, notamment dans les années 50, 60, et donc l'Union européenne qui est toujours évidemment très active en Europe. Bien qu'il soit arrivé à l'occasion qu'un président américain souhaite imposer des mesures protectionnistes, souvent pour des motivations électoralistes, cette tendance au libre-échange et au libre-marché n'a pas échappé aux États-Unis et également donc en Amérique, au Canada, aux États-Unis avec lesquels on a conclu, comme vous le savez, une entente de libre-échange dans la fin des années 1980, l'ALENA, et en 2017 qui a été modifiée pour s'appeler dorénavant l'ACEUM avec le président Trump. Cela conduit donc nombre d'entreprises à délocaliser une partie de leur production manufacturière en Asie, particulièrement en Chine, et à conserver en Amérique finalement la production à haute valeur ajoutée. Or, par cette guerre de tarifs, le président Trump souhaite ramener la production manufacturière aux États-Unis et les emplois, évidemment, qui peuvent en découler, en croyant y rapatrier donc nombre de ces emplois qui ont été délocalisés à l'extérieur. Cela pose donc un risque pour nos industries au Canada, qui sont exportatrices pour la plupart, et qui sont à la base donc de l'économie canadienne. Donc, les tarifs douaniers, évidemment, ça peut avoir donc un très grand impact sur l'économie. Et qui dit un impact sur l'économie, dit un impact, évidemment, sur la contribution de nos donateurs, généreux donateurs au secteur philanthropique. Donc, les objectifs du webinaire, c'est de comprendre les impacts des tarifs douaniers sur la philanthropie canadienne, identifier les risques pour nos organisations philanthropiques, découvrir aussi des stratégies pratiques pour limiter l'impact sur nos revenus et maintenir évidemment nos activités et nos projets pour notre communauté. Alors, les tarifs douaniers, peut-être en quoi ça consiste au départ. Donc, c'est une taxe finalement qui est imposée par un pays aux biens qui proviennent d'un autre pays. Et par exemple, donc dans le cas qui nous occupe, c'est que les États-Unis, donc le président Trump veut imposer différents tarifs et a commencé à imposer différents tarifs sur les différents biens qui proviennent d'autres pays, notamment du Canada. Donc, pour le Canada, les États-Unis ont imposé en mars des tarifs de 25
25 sur l'aluminium et l'acier, de même que l'automobile, et 10 donc sur l'énergie au Canada. Et une autre série de tarifs pourrait s'ajouter aujourd'hui, donc d'ici la fin de la journée. On devrait avoir des nouvelles à ce niveau-là, de ce qu'on appelle, ou enfin de ce que le président Trump appelle la journée de la libération. Alors, il fera donc son annonce officielle en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc, on aurait aimé peut-être retarder notre webinaire pour avoir plus d'informations sur le sujet. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y aura différents tarifs qui vont être annoncés encore aujourd'hui. Et le Canada a déjà répliqué avec des tarifs sur différents produits américains et une autre série de tarifs pour les produits américains pourrait s'ajouter suite à l'annonce d'aujourd'hui. Évidemment, pour aussi, dans l'espoir d'amadouer un petit peu notre partenaire américain, le Canada avait déjà imposé des tarifs sur les véhicules électriques chinois. La Chine a répliqué donc avec des tarifs sur l'huile de canola, le porc et les produits aquatiques. Donc, la guerre des tarifs fait rage non seulement avec les États-Unis, mais a aussi des impacts sur d'autres secteurs d'activité finalement, et notamment avec la Chine, où on a souhaité imposer différents tarifs, et notamment pour ne pas être envahi par certains véhicules électriques chinois. Ça entraîne quand même d'autres impacts sur notre industrie. Et au Québec notamment, évidemment, donc tout ce qui s'appelle le porc, c'est quand même une industrie importante qui est affectée donc par cette guerre tarifaire également. L'impact des tarifs douaniers sur l'économie canadienne, donc l'imposition des tarifs de plus de 25 sur différentes exportations canadiennes vers les États-Unis. Ça risque d'avoir un impact important sur l'économie. On avait prévu initialement, donc en janvier dernier, une croissance de l'économie de plus de 2 depuis, évidemment, les différentes annonces successives du président Trump ces dernières semaines. Ça entraîne évidemment un risque de récession. On anticipe une baisse potentielle du PIB de jusqu'à 2,5 et à 6 en cas d'escalade finalement de la guerre commerciale, dépendamment là, des différentes ripostes qui pourraient survenir suite aux différentes mesures qui vont être annoncées de part et d'autre. Comme on le sait, il y a déjà des mesures qui ont été annoncées, il y aura des mesures annoncées enfin aujourd'hui et il y aura probablement des contre-mesures par la suite. Alors, donc, on est vraiment dans une guerre commerciale qui va avoir un impact sur l'économie, non seulement au Canada, mais il risque d'avoir aussi un impact sur l'économie aux États-Unis. Et c'est un peu l'espoir, évidemment, qu'on peut avoir, c'est qu'éventuellement, ce soit davantage les Américains qui fassent pression sur leur président pour le ramener à la raison et éventuellement en arriver à une entente commerciale plus globale pour ramener cette guerre-là et vers la paix commerciale. Mais pour l'instant, donc, on est dans une véritable guerre commerciale et ça va avoir un impact sur l'économie. Ça va avoir un impact aussi sur l'inflation parce que si autant nos importations que nos exportations coûtent plus cher, bien, ça risque de faire en sorte que les produits qu'on va acheter qui proviennent des États-Unis, si on en achète encore, parce qu'évidemment, on a souhaité se retourner davantage vers nos produits canadiens ou d'autres nationalités, bien, il reste que ces produits-là, il y aura quand même un impact sur l'inflation. Ce sera la même chose du côté américain également. Eux aussi auront donc un impact sur l'inflation, sur les produits qu'ils devront importer, et notamment, par exemple, les véhicules automobiles. Donc, différentes estimations indiquent que les véhicules vont augmenter substantiellement de plusieurs milliers de dollars dans les prochaines semaines suite à cette guerre commerciale. C'est sûr qu'à ce moment-là, si on compare avec les récessions qu'on a vécu dans les dernières décennies, notamment en 81-82. On avait vécu quand même une baisse de 5 du PIB à ce moment-là.
En 2008-2009, on avait eu également une baisse du PIB, mais notamment aussi, donc on avait enregistré une baisse des contributions philanthropiques en Amérique, moindre au Québec. Heureusement, l'économie était meilleure au Québec à ce moment-là, mais quand même, il y avait eu 13,2 de baisse de contributions philanthropiques, résultant finalement de la problématique économique. Puis à ce moment-là, évidemment, c'était les technologies qui ont connu une baisse substantielle qui a eu un impact sur l'ensemble de l'économie. Et à ce moment-là, donc, l'économie américaine avait connu une sérieuse récession en 2008-2009. Comme je mentionnais, il y aura inflation qui va être causée par la hausse des coûts consécutifs aux tarifs. Ça risque d'entraîner évidemment une réduction des revenus des entreprises et des ménages et évidemment donc une baisse des dons. Des particuliers, des entreprises qui seront frappés par cette guerre, évidemment, commerciale là, qui est déjà commencée. Alors, les secteurs les plus touchés, évidemment, donc c'est le secteur automobile en Ontario. On anticipe évidemment donc une baisse des exportations des automobiles, probablement aussi des licenciements, parce qu'il va être beaucoup plus difficile de pouvoir éventuellement exporter des automobiles produites au Canada ou en Ontario vers finalement les États-Unis. Et à ce moment-là, donc, ça risque de créer une grande problématique là, pour cette chaîne industrielle-là qui est véritablement intégrée entre l'Ontario et le reste des États-Unis. Au Québec, évidemment, on a quand même tout un tissu manufacturier qui est important, en particulier dans nos régions, donc en particulier, entre autres, dans les régions Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, donc producteurs de matières premières, l'aluminium, la forêt, le bois d'œuvre, la Chaudière-Appalaches également, donc beaucoup d'industries manufacturières, l'acier là-bas également qui était présent. Le centre du Québec aussi qui a beaucoup d'industries manufacturières exportatrices vers les États-Unis. Donc, ça risque d'entraîner des pertes d'emplois, une baisse de la production donc avoir évidemment un impact sur l'économie. Et déjà, donc, il y a quelques usines qui ont soit procédé à des réductions de postes, soit même fermé carrément en raison évidemment de la guerre commerciale anticipée avec les États-Unis. Le secteur agroalimentaire, encore là, donc on a vu ce qui se pressent au niveau de la Chine. Donc, notamment, on a eu le porc qui a une taxe importante pour l'exportation en Chine, mais il risque d'y avoir aussi un impact du côté des États-Unis pour ce qui est exporté aux États-Unis. Et ça risque aussi d'avoir des impacts sur les coûts d'importation des matières pour le secteur agroalimentaire. Donc, il risque d'y avoir un impact de ce côté-là aussi. Commerce de détail, donc réduction du pouvoir d'achat. Donc, s'il y a inflation, on parle de réduction du pouvoir d'achat. Donc, on risque de connaître les mêmes problématiques qu'on a connues ces dernières années. Donc, avec une augmentation de coûts à l'épicerie, notamment. Et ces impacts pourraient donc réduire la capacité des individus et des entreprises à soutenir les causes philanthropiques. Et j'ai mis évidemment en référence les articles sur lesquels je me suis basé là, pour les différentes statistiques présentées aujourd'hui. Des impacts directs au niveau du secteur philanthropique en termes de conséquences, bien, ça risque d'entraîner une baisse des contributions privées et corporatives, notamment les individus qui vont être affectés par cette guerre commerciale, les entreprises aussi qui risquent d'être affectées par cette guerre commerciale risquent soit de geler complètement leur contribution philanthropique ou à tout le moins ne plus accepter de nouvelles demandes. Donc, on risque d'avoir différents impacts du côté des entreprises qui vont vivre un impact suite à cette guerre commerciale-là. Réduction de subventions publiques, est-ce que ça pourrait survenir? Ce n'est pas impossible. Il n'est pas impossible cependant que il y ait un côté positif. Il est possible que les gouvernements veuillent éventuellement réinvestir dans des programmes de stimulation économique, surtout sur le plan au niveau des infrastructures. Alors,
Dépendamment donc, de l'évolution de la guerre commerciale, il n'est pas impossible qu'on puisse éventuellement ajouter des programmes de stimulation économique, mais rien n'est sûr non plus, mais c'est ce que j'entends actuellement là, dans les officines gouvernementales comme étant une des retombées qui pourrait survenir dans les prochaines semaines et les quelques mois à venir. Donc, ça va mettre aussi une pression accrue sur les programmes et les services qui sont offerts par nos OBNL. Donc, ceux qui donc, sont en support notamment à la pauvreté, à la communauté en première ligne, bien, ça risque de mettre une pression supplémentaire sur ces organisations-là, puisqu'il risque d'y avoir des gens qui vont avoir vraiment besoin d'aide, éventuellement d'aide alimentaire et d'aide diverses, évidemment, puisque les gens risquent d'avoir donc un peu moins d'argent et certains risquent de perdre leur emploi. Donc, il risque d'y avoir aussi une augmentation du chômage si la guerre se poursuit pendant un certain temps. Donc, les secteurs les plus à risque, donc, c'est certainement les organismes qui sont dépendants des dons individuels et donc ceux qui sont dépendants aussi beaucoup de leur campagne annuelle. Moins de dons majeurs ben, risquent d'être davantage affectés que d'autres organismes du secteur. Les causes locales, les associations de proximité également, et les secteurs évidemment géographiques, comme je mentionnais tantôt. Donc, si on est dans le centre du Québec, en Chaudière-Appalaches, si on est en région comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, ben, on va définitivement entendre davantage parler d'un impact très concret d'entreprises, d'industries dans notre milieu que, par exemple, dans les grandes villes, que ce soit Montréal, Québec, il y a un peu moins d'impact qui est ressenti actuellement par la guerre commerciale, mais ça va certainement nous rattraper donc très bientôt si tout ça se poursuit comme on l'anticipe et on espère que le tout, évidemment, durera pas trop longtemps. Les impacts directs sur le secteur philanthropique. Donc, si on prend par exemple la récession de 2008-2009, comme je mentionnais, il y a eu chute de 13,2 des contributions philanthropiques en Amérique. Il y a eu baisse aussi des dons pendant 2 ans, suivi par la suite d'une reprise progressive. Donc, c'est sûr que ça peut entraîner donc une baisse pendant un certain temps. Un impact majeur, évidemment, sur les plus petites organisations locales, celles qui viennent en aide directement donc à la population, avec une réduction, une cessation de services pour certains d'entre elles. Donc, c'est ce que ça a eu comme impact en 2008-2009. Il y a eu cependant une compensation partielle par les fondations privées qui ont augmenté leurs contributions et c'est ce qu'on avait vu aussi donc durant la pandémie. Alors, c'est pas impossible que les fondations privées décident également dans les prochains mois, si la guerre commerciale se poursuit, de pouvoir essayer de compenser partiellement ces pertes que nos organisations peuvent subir. Et ça met en lumière l'importance de bien communiquer et d'être transparent par rapport à votre situation. Donc, c'est sûr qu'on va le voir tantôt, là, mais ça fait partie, évidemment, de ce qu'on a pu voir comme étant des bonnes mesures pour s'assurer de maintenir le plus possible, finalement, les contributions et la générosité de nos donateurs, parce que ceux qui ont les capacités de donner peuvent éventuellement donc accepter de contribuer davantage pour justement s'assurer que les organismes puissent continuer leur mission et donc continuer de supporter et puissent supporter davantage de membres de la communauté qui sont dans le besoin. Donc, une tendance inquiétante, puis j'ai voulu aussi vous transmettre justement des statistiques récentes qu'on a obtenues chez BNP sur le déclin de la générosité au Canada. Donc, c'est quand même, ben, enfin, ça apporte un éclairage qui confirme des tendances qu'on a pu voir ces dernières années. Donc, il y a quand même un constat important, et je l'ai mentionné quand même à quelques reprises dans des webinaires que j'ai pu dispenser ces dernières années, soit la baisse du nombre de donateurs et la baisse aussi du bénévolat au Canada, et qui a été
malgré tout compensée par une hausse de générosité des donateurs qui demeurent donc à supporter nos organismes. Mais c'est quand même inquiétant, je pense, à long terme pour le secteur philanthropique. Alors, les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés, alors qu'auparavant, en 90, donc il y a 35 ans, on avait 30 des donateurs qui déclaraient des dons à Revenu Canada. On est maintenant, en 2022, à 17. Donc, on voit que c'est pas tout à fait la moitié des donateurs qui ne donnent plus, en tout cas une baisse pratiquement de 50 du taux de donateurs. C'est quand même inquiétant comme baisse. Et il y a eu aussi une baisse, donc, comme je le mentionnais, du nombre de personnes qui font du bénévolat et une baisse aussi des dons en nature. Donc, ça aussi, c'est quand même des tendances qui sont inquiétantes. Et quand on parle souvent du 10-90, alors on en fait souvent mention à nos clients de tendances qu'on voit. Donc, souvent, on parlait de loi de Pareto, 20 des donateurs donnent 80 des dons. Et on parlait qu'on était rendu à 10 donnent 90 des dons. Bien, effectivement, là, selon les dernières statistiques de Revenu Canada, on est rendu à 11 des gens donnent 1000 dollars et plus. Et ça représente 90 des contributions totales déclarées à l'Agence de revenus du Canada. Donc, on est tout à fait dans la ligne de ce que, en fait, de ce que l'Agence du revenu du Canada voit également comme tendance. Donc, ceux qui donnent plus généreusement, mais on perd quand même un nombre de donateurs. Cependant, il y a quand même plus de la moitié de la population qui a été interviewée par justement une enquête qui a été dévoilée en février par Secteur 3 Insight et Givetree, justement, groupe auquel je participe pour essayer de stimuler et de trouver des solutions justement à la baisse du nombre de donateurs et à la baisse du bénévolat au Canada. Et on indique justement qu'au moins la moitié des gens considèrent qu'ils pourraient être plus généreux. Donc, c'est peut-être une note d'espoir, je pense, et ça démontre qu'il faudra éventuellement voir de quelle façon on peut amener ces gens-là à être plus généreux dans le futur et à réintégrer finalement la proportion des gens qui effectuent des dons à des organismes de bienfaisance. Les dons donc, qui ont été déclarés par les organismes de bienfaisance sont de 22 milliards en 2022, mais il y a eu 11 milliards de dollars finalement qui ont été déclarés par les Canadiens en dons de bienfaisance. Donc, ce qui fait qu'il y a eu plus de 11 milliards de dollars là, finalement de reçus qui auraient pu être utilisés éventuellement par des donateurs qui ne l'ont pas été. Donc, 50 des gens utilisent leur reçu pour fin d'impôt. Donc, c'est aussi une statistique intéressante. Et bien que la population demeure globalement généreuse, l'intensité, la force et la conviction de donner donc s'affaiblissent. Et ça donne suite aussi à certaines statistiques qu'on a pu voir suite à la pandémie. Donc, on voit que les gens se sont repliés davantage sur eux-mêmes, sont moins collectivistes, si on peut dire qu'auparavant, sont plus individualistes. Et les personnes qui ont cette tendance plus individualiste-là ont moins tendance aussi à donner. Donc, ça aussi, je pense que la pandémie a un impact négatif, là, finalement, le taux de générosité de la population. Une tendance aussi vers des dons ponctuels plutôt que des engagements à long terme qui émergent et ça complique évidemment notre planification financière pour nos organismes. Donc, on ne peut plus nécessairement prédire avoir un facteur de prédictivité annuel. Donc, il y a un taux d'érosion plus important des donateurs qu'auparavant. Les générations plus jeunes affichent des niveaux de dons inférieurs à ceux des générations précédentes. Particulièrement, par exemple, les 35 ans et moins qui donnaient à 17 en 90 donnent maintenant à 13 aujourd'hui. Et ça soulève évidemment des préoccupations pour la pérennité du secteur. Et les personnes qui ont une appartenance religieuse donnent aussi davantage, mais évidemment, comme l'engagement religieux est en baisse, au Canada, donc c'était à 90 des gens qui déclaraient une appartenance religieuse en 90, c'est maintenant 65 et il y a une corrélation directe entre une appartenance religieuse et la contribution philanthropique. Donc, ça fait en sorte que ça explique une partie importante de la baisse de la générosité. Au Québec aussi, donc on présente une générosité plus faible. Donc, les gens donnent en moyenne
0,3 de leurs revenus en dons. Donc, c'est en corrélation aussi avec une religiosité qui est moindre, donc de 2 fois. Donc, on est plus autour de 30 quelques pourcents de gens qui déclarent une appartenance religieuse au Québec, alors que c'est 65 au Canada. Et malgré qu'on a quand même aussi un niveau de crédit d'impôt pour dons les plus élevés au pays. Donc, on a évidemment donc, des problématiques dans le secteur auxquelles on doit faire face dans les prochaines années. Et cette étude-là nous indique donc davantage d'où provient certains problèmes et pourrait nous permettre donc éventuellement de développer des solutions lorsqu'on connaît un peu mieux la problématique. Les facteurs clés du déclin, donc il y a certainement l'incertitude économique, donc ça a été identifié par plusieurs répondants. Donc, ils sont peut-être moins sûrs de leur emploi que les générations précédentes aussi. Donc, ça peut entraîner donc une incertitude au niveau de la contribution philanthropique, déclin de la générosité, l'affaiblissement des liens communautaires, comme je mentionnais, le vieillissement des baby boomers. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup eux qui donnent une grande portion actuellement des dons, des valeurs individualistes versus des valeurs davantage communautaires et une réduction des motivations prosociales chez les jeunes. Donc, c'est des facteurs clés qui mènent actuellement cette baisse et auxquels il faudra trouver évidemment des solutions dans le futur là, comme secteur. Des solutions recommandées, donc promouvoir les valeurs prosociales, les normes sociales de générosité. Et on a vu notamment GiveTree, donc suggère à la population, aux gens, aux Canadiens, de donner 3 de leurs revenus. Et on a vu récemment aussi dans la région de Québec le mouvement des philanthropes qui, quant à lui, promouvoit finalement une norme de 5 des revenus. Donc, on espère évidemment que ce genre de norme-là va permettre éventuellement d'augmenter la contribution de la part de la population à travers le Canada. Encourager aussi l'engagement communautaire, le bénévolat, renforcer la culture du don et la reconnaissance aussi des personnes donatrices. Donc, c'est certainement là, quelques solutions qui peuvent être apportées donc pour justement faire face à ce déclin-là. Donc, il y a des solutions. Des stratégies et recommandations maintenant pour faire face plus particulièrement à cette problématique là, des tarifs commerciaux que nous allons vivre là, dans les prochaines semaines. S'il n'y a pas d'accalmie, ça risque d'être donc très quand même anxiogène pour plusieurs. On le sait. Donc, communiquer avec les parties prenantes. Donc, c'était bien important de suivre régulièrement les prévisions de revenus, comparer ces prévisions au montant réellement reçu, donc voir l'évolution finalement de vos revenus par rapport à ce que vous aviez reçu dans le passé, par rapport aux prévisions que vous aviez cette année également, et être en mesure de réagir aux besoins, à informer vos équipes et les personnes donatrices de l'ampleur des défis financiers, favoriser la transparence et la recherche de solutions. Donc, c'est important, je pense, de s'assurer justement d'être transparent par rapport à votre situation. Si justement vous faites face à des baisses de contributions philanthropiques, bien d'informer les gens de l'impact que ça peut avoir sur vos services. Et à ce moment-là, ça risque de stimuler certains donateurs qui ont les capacités de donner davantage, d'être davantage généreux pour compenser la diminution de ceux et celles qui ne sont peut-être plus en mesure de pouvoir répondre à l'appel de votre organisation, étant donné les difficultés auxquelles ils pourraient faire face. Et donc, utiliser des messages d'urgence, de solidarité pour mobiliser les personnes donatrices, mettre en avant l'impact des contributions sur votre communauté, sur vos services que vous donnez à la communauté, à travers justement là, des storytelling, des récits émotionnels, des témoignages, être transparent justement sur l'utilisation des dons, l'efficacité de vos programmes, donc le nombre de personnes que vous servez, l'augmentation que vous ressentez éventuellement, la pression à la hausse éventuellement sur vos services, sur vos programmes, étant donné la situation qui va se développer possiblement dans les prochaines semaines. Alors, ça risque de pouvoir vous aider justement à transmettre un message de solidarité finalement au reste de la communauté parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui sera affecté de la même façon. Et dites-vous une chose, c'est sûr que donc les personnes qui sont bien nanties, souvent, donc sentir le mieux
suite aux difficultés économiques parce que il y a des occasions d'affaires qui vont se présenter et les personnes qui vont être en mesure de pouvoir éventuellement en bénéficier, c'est d'abord ceux et celles qui ont des capitaux disponibles et à ce moment-là, donc, vont pouvoir malheureusement donc en ressortir davantage plus riches, entre guillemets. Donc, ces gens-là sont toujours en mesure éventuellement de nous aider malgré la situation économique. Donc, les personnes les plus riches de nos communautés sont définitivement des gens qui pourront continuer à supporter nos organisations et engager donc nos personnes donatrices, les remercier de manière personnalisée. Ça aussi, je pense que c'est beaucoup apprécié. Donc, transmettre des messages, faire des appels, effectuer des visites, donc générer davantage de dons majeurs aussi, organiser des événements de reconnaissance pour renforcer les relations avec les donateurs, nos bénévoles. Aussi, c'est important leur communiquer l'information sur ce que vous vivez comme situation parce que, évidemment, pour plusieurs, la situation risque de se dégrader en termes de pression sur nos services, sur nos besoins, sur les programmes. Donc, s'assurer de reconnaître et de fidéliser nos donateurs donc, pour s'assurer de maintenir le soutien que vous avez de leur part et éventuellement d'augmenter ce soutien-là pour ceux qui sont capables de pouvoir augmenter leur soutien. Personnaliser la communication, la sensibilisation, automatiser donc aussi les courriels de remerciement, revoir vos méthodes de fonctionnement pour s'assurer éventuellement peut-être d'avoir davantage donc des méthodes de remerciement plus personnalisées, de pouvoir éventuellement les appeler, de pouvoir éventuellement rencontrer vos donateurs également et les solliciter davantage en face à face, ceux et celles qui ont davantage de moyens financiers. C'est vraiment des façons de faire qui risquent de vous faire en sorte finalement de maintenir davantage les contributions de vos donateurs et éventuellement donc de permettre de générer de nouveaux dons chez les donateurs que vous avez déjà. Donc, de s'assurer d'utiliser au maximum vos plateformes numériques avec des connexions authentiques et humaines auprès d'eux. En termes de ressources humaines également, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même 39 des directions générales et 74 des présidences de conseil qui prévoient quitter leur poste dans les 3 prochaines années. Donc, on voit quand même que c'est important en termes de problématiques de relève dans nos organisations. Et les 2 tiers de nos organisations n'ont pas de plan de succession pour la direction de l'organisation. Donc, ça aussi, c'est un élément important à s'assurer de préparer donc, nos organisations en termes de relève, former, encadrer le personnel interne éventuellement qui ont les capacités de prendre cette relève-là et leur donner un plan de formation et de préparation, éventuellement assumer un rôle de leadership, fidéliser le personnel au niveau donc par le soutien au bien-être et le développement professionnel. Donc, quelquefois, donc d'améliorer un peu leurs conditions de travail, ça fait en sorte de les fidéliser, de les conserver et de faire en sorte finalement qu'ils vont rester à long terme chez nous. Donc, c'est sûr également qu'il faut quelquefois sensibiliser nos donateurs sur l'importance d'avoir des conditions salariales et sociales également qui sont quand même concurrentielles dans le secteur avec le reste des secteurs publics et privés également. Si on veut maintenir nos gens en emploi, si on veut s'assurer qu'on n'ait pas trop d'instabilité comme organisation. En termes de bénévoles, donc, s'assurer aussi de bien maintenir et recruter de nouveaux bénévoles. Comme je mentionnais, donc, le taux de bénévolat a baissé de façon significative. Donc, de proposer donc, des postes qui sont plus flexibles. Donc, les gens aujourd'hui ne veulent pas nécessairement être assignés pendant 52 semaines à une journée semaine à faire du bénévolat nécessairement à une cause. Donc, il faut avoir davantage des possibilités d'implication flexible, des possibilités d'implication à court terme ou à distance si on veut attirer davantage nos bénévoles. Donc, s'assurer de moderniser aussi l'inscription et la communication, donc d'utiliser davantage nos outils de communication électronique. Donc, c'est important. Les nouvelles générations, donc, aussi veulent davantage s'assurer de communiquer par voie électronique. Alors, il faut moderniser nos organisations en conséquence. Reconnaître aussi nos volontaires, donc s'assurer de les remercier, faire connaître leur impact et collaborer aussi avec des entreprises pour que le bénévolat soit aussi soutenu par les employeurs de nos communautés.
Analyse de nos bases de données aussi, avoir des stratégies de segmentation, stratégie de dons mensuels, sollicitation de dons intermédiaires également avec des appels personnalisés, sollicitation de dons majeurs. Donc, les plus nantis, comme je mentionnais tantôt, vont être les moins impactés par la situation économique parce que eux, leur portefeuille, même s'il fluctue à la baisse, ce ne seront pas eux qui vont vendre leurs actions, ils vont les garder à long terme, ils vont bénéficier éventuellement d'une relance lorsque ça va arriver. Et à ce moment-là, donc, ils sont en mesure de continuer à contribuer leurs dons majeurs. Donc, c'est important d'avoir cette stratégie-là aussi dans vos organisations respectives. Donc, d'avoir une stratégie de dons mensuels pour s'assurer d'avoir des dons récurrents, dons intermédiaires, donc faire grimper aussi nos donateurs qui ont cette capacité-là et bien analyser nos bases de données en conséquence pour les segmenter et donc de solliciter les personnes qui ont la capacité de verser des dons majeurs et éventuellement d'augmenter leur contribution. Un appel à la solidarité, donc ça aussi, on peut utiliser les stratégies qui ont été prouvées pendant la pandémie, donc qui ont donné des bons résultats, diversifier les sources de financement, donc solliciter notamment aussi nos fondations privées, les entreprises qui résistent, qui vont être appelées à mieux résister à la crise et les personnes donatrices fortunées vont être en mesure de continuer à contribuer, peut-être d'augmenter leur contribution en solidarité avec les personnes qui, malheureusement, ne seront plus en mesure de contribuer et risquent peut-être de devenir des personnes qui fréquentent les services de nos organismes. Explorer aussi des subventions gouvernementales. Donc, c'est sûr que tout ne sera pas coupé. Comme je mentionnais tantôt, il y a peut-être des programmes d'immobilisation et d'investissement dans des immobilisations qui vont être éventuellement annoncées par nos gouvernements. Donc, ça peut être une possibilité également. Et lancer des campagnes de financement participatif, ça aussi, ça pourrait être une bonne façon à faible coût là, d'aller chercher quand même des dons dans notre communauté. Oups. Donc, créer aussi des partenariats avec des organisations avec des missions similaires pour maximiser notre impact et nos opportunités de financement. Et donc, générer aussi peut-être des gains d'échelle aussi avec nos autres organisations. Utiliser des outils technologiques, ben, encore là, s'assurer d'automatiser nos remerciements, nos sollicitations, personnaliser nos communications et être en mesure de segmenter nos personnes donatrices pour adapter les messages justement qui sont transmises, soit par génération, soit par secteur géographique, soit par capacité de contribution. Mais les outils technologiques recèlent énormément de capacité et souvent on ne les utilise pas nécessairement à leur plein potentiel. Les points clés, donc, de notre présentation aujourd'hui, ben, les tarifs douaniers menacent évidemment la stabilité économique à court terme et aussi les contributions philanthropiques, donc, risquent d'être affectées. On risque de connaître une baisse de dons pour plusieurs, une réduction de subventions pour, donc, on a pu le voir récemment, donc, lors des budgets qui vont être annoncés, qui ont été annoncés au Québec, qui risquent d'être annoncés par la suite au fédéral une vulnérabilité des organismes communautaires, évidemment, parce que c'est eux et donc c'est ces organismes-là qui vont être éventuellement sur la ligne de front pour servir ceux et celles qui vont être dans le besoin. Alors, non seulement leur contribution pourrait être affectée à la baisse, mais en plus, il y aura une pression à la hausse sur les besoins donc de ces organismes-là. Donc, d'où l'importance d'être proactif de ce côté-là. Une tendance inquiétante, comme je le mentionnais, à plus long terme, donc le déclin des dons, du volontariat, des dons en nature. Donc, c'est ça qu'il faudra comme secteur regarder des solutions à cette tendance-là. Une forte dépendance aux grands donateurs et une diminution des dons réguliers. Ça aussi, c'est donc une tendance qu'on voit. Un déclin intergénérationnel, un affaiblissement des motivations prosociales, ce qui donc exige évidemment comme défi de diversifier nos sources de financement, de renforcer les communications avec nos donateurs, de bien les informer finalement de l'impact des contributions et de notre action finalement dans la communauté et de s'assurer d'engager et fidéliser les personnes qui sont donateurs et donatrices pour s'assurer de maintenir leur soutien à notre organisation. Alors, en gros, donc, c'était donc notre présentation qui comporte évidemment beaucoup d'informations sur le secteur.
À ce moment-là, donc, on est disposé à pouvoir répondre à vos questions, que ce soit en clavardage ou que ce soit, si vous le souhaitez, le poser de vive voix en levant votre main. Alors, ça me fera plaisir de vous donner la parole. Donc, peut-être en clavardage, on pourrait aller voir, je pense qu'il y a déjà quelqu'un. Oui, ah oui, on parlait du mouvement Les Charitables à Québec, effectivement, c'est bien ça. Donc, c'est un mouvement qui a été lancé ces derniers mois et qui favorise justement un don de 5 des revenus. Si vous allez sur les médias sociaux, vous allez probablement pouvoir voir plus d'informations sur ce mouvement-là qui a été mis en place dans la région de Québec et qui risque de se mettre en place aussi dans d'autres régions. Donc, Mme Kerr indique, est-ce que des messages d'urgence trop fréquents aux donateurs ne risquent pas à long terme de pénaliser les subventions que les organismes reçoivent des bailleurs de fonds qui finissent par avoir l'impression que ces organismes sont constamment en mode de crise? Bien évidemment, il ne faut pas être en mode crise à longueur d'année et à chaque année, c'est important de pouvoir, si effectivement on traverse une crise dans les prochaines semaines, de pouvoir justement faire appel à nos donateurs pour qu'ils puissent justement nous supporter pour faire face à éventuellement la baisse de dons que vous pourriez subir et également à l'augmentation de la demande de services pour certains organismes. Alors, je pense que c'est important quand même de communiquer les besoins que vous pouvez avoir, mais vous avez raison, il ne faut pas que ce soit une habitude là, à chaque année dans une organisation, mais dans cette situation-ci, je pense que ça vaut définitivement la peine de transmettre et d'être transparent, de transmettre cette information-là et d'être transparent sur les défis auxquels vous faites face, puis l'impact sur vos services que la situation peut apporter finalement sur vos différents services et sur la demande de ces services-là. Madame Ballot, donc de quoi parlez-vous quand vous mentionnez la campagne de financement participatif? Bien, ça peut être des campagnes de sollicitation en ligne, ça peut être du crowdfunding. C'est beaucoup ce type de campagne-là qui peut être également développé par nos différentes organisations à faible coût. Le peer-to-peer, évidemment, donc aussi, M. Brochu mentionne avec justesse que plusieurs organisations sollicitent de façon récurrente, un peu toujours de la même façon, comptent beaucoup sur leur campagne annuelle sans nécessairement avoir développé un programme de dons majeurs. Donc, ça pourrait être l'occasion pour plusieurs de développer ce type de programme-là et de demander des montants plus importants à des donateurs et de se déplacer pour les rencontrer, leur expliquer la raison pour laquelle vous avez besoin de dons plus substantiels pour faire face à votre situation. Suggestion d'argumentaire pour un donateur plus frileux à donner cette année. En fait, un des meilleurs argumentaires, je pense, c'est si vous vivez éventuellement une baisse des dons philanthropiques résultant de la situation. Donc, de transmettre cette information-là, de transmettre l'information aussi sur l'impact à la hausse sur les services qui sont exigés de votre population. Donc, si vous avez beaucoup plus de demandes, les donateurs vont être intéressés à connaître la situation dans laquelle vous êtes et le fait que finalement, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir éventuellement augmenter vos contributions philanthropiques, mais vous ne serez pas en mesure de répondre à des personnes dans le besoin dans votre communauté. Et ça va faire une différence sur la contribution de plusieurs parce que les gens sont sympathiques lorsqu'on a la capacité de donner. On veut évidemment faire une différence et on veut aider les gens de notre communauté. Alors, c'est le type d'argumentaire qui va faire une différence. Comment maintenant on peut trouver des donateurs plus fortunés? Par nos messages ciblés? Est-ce qu'il y a d'autres pistes, des bottins qui les identifient? Bien évidemment, dans nos communautés, on connaît souvent les personnes qui sont mieux nanties. On peut aussi effectuer une analyse de nos bases de données. Donc, c'est sûr que les gens qui donnent un certain montant, souvent peuvent être ciblés pour augmenter leur montant. Si la personne a donné, par exemple, 100 l'année passée, peut-être éventuellement lui demander d'augmenter sa contribution à 150
50 cette année pour vous aider à faire face à l'augmentation des besoins et également la baisse des dons pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est une façon de faire. Comment aussi les identifier? Bien, c'est sûr qu'il y a des services de recherche comme chez BNP qui permettent d'aller chercher des informations sur des donateurs dans nos diverses communautés ou dans notre secteur d'activité où il y a des donateurs qui sont intéressés, qui peuvent verser des montants substantiels. Puis à ce moment-là, donc, on peut effectuer une démarche personnalisée auprès d'eux. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Donc, est-ce qu'avoir des ambassadeurs fonctionne bien généralement pour des donateurs plus fortunés? Oui, absolument. Mais en fait, je vous dirais, Mme Gaulin, que là-dessus, c'est sûr qu'une des règles d'or, finalement, du secteur philanthropique, c'est people give to people. Donc, une personne donne à une autre personne qu'elle connaît. Et à ce moment-là, le fait d'avoir des ambassadeurs ou d'avoir des membres de votre conseil d'administration qui acceptent de s'impliquer dans cette démarche-là et de pouvoir solliciter des personnes de leur entourage qu'ils connaissent et qui sont en mesure de verser des contributions importantes, bien, à ce moment-là, ça donne généralement des bons résultats parce que, d'une part, ils vont être écoutés par ces gens-là, ils vont réussir à obtenir un rendez-vous de ces gens-là, ils vont pouvoir leur parler de votre cause et généralement, quand on a la possibilité d'avoir ce type de rendez-vous-là, bien déjà 50 de la contribution et du travail est fait et à ce moment-là, il s'agit de bien présenter notre cause pour confirmer une contribution de ces gens-là. Donc, à ce moment-là, oui, absolument, d'avoir des ambassadeurs fonctionne tout à fait bien et c'est une des règles fondamentales en philanthropie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, ça semble être assez. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Si jamais il vous vient d'autres questions à votre esprit ou vous souhaiteriez éventuellement qu'on puisse répondre à certaines questions que vous avez, avoir des commentaires sur vos stratégies respectives, ben, ne vous gênez pas là, pour m'interpeller. Ça me fera plaisir là, de pouvoir répondre à vos questions après le webinaire ou encore faire en sorte finalement qu'il y ait un consultant BNP qui puisse vous répondre sans frais, évidemment, là, compte tenu de la situation, puis compte tenu, évidemment, que pour des questions ponctuelles, on est toujours disposé à y répondre. Donc, il y a une question également, dans quelle proportion des OBNL qui n'offrent pas de services directs sont désavantagés? Ben, c'est sûr que si on n'offre pas de service direct, ben, c'est sûr que ça dépend de la nature de notre organisation. Mais si on présente bien notre cause, on peut quand même réussir à maintenir et éventuellement augmenter nos contributions philanthropiques. Mais c'est sûr que c'est davantage ceux qui offrent des services directs qui vont obtenir finalement une sympathie des donateurs dans cette période difficile. On a des remerciements. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, des secteurs qui vont être moins touchés. Bien, c'est sûr qu'il y aura des secteurs, comme je mentionnais, probablement les régions métropolitaines comme Montréal, Québec, Ottawa. Donc, on risque d'être un peu moins touchés parce qu'on est beaucoup dans l'industrie des services. Actuellement, c'est beaucoup l'industrie manufacturière, l'industrie, production de biens qui est affectée. On risque d'être un petit peu moins affecté. Sur le plan aussi des organisations, bien, c'est sûr que je pense que c'est beaucoup les organisations de première ligne, que ce soit l'aide alimentaire, les sans-abri, éventuellement aussi, qui vont avoir une pression à la hausse sur leurs services. Donc, je pense que ça complète finalement les différentes questions qui ont été apportées par nos participants. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les impacts et la raison pour laquelle finalement on est dans cette guerre tarifaire-là. On souhaite évidemment que ce soit temporaire, que le tout puisse être réglé le plus possible finalement par des négociations entre nos gouvernements respectifs. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. On sait la détermination du président américain et on risque d'être quand même pour quelques semaines, sinon quelques mois,
dans cette situation-là, le temps qu'on ait véritablement une entente à plus long terme qui puisse être apportée. Alors, ceci dit, bien écoutez, je souhaite justement que tous et toutes, on puisse traverser ensemble en solidarité comme Canadiens et puis en s'encourageant mutuellement, en encourageant nos produits également. Je pense que c'est important. Et puis, on va certainement finir par traverser cette situation-là. Et BNP va rester à l'affût, évidemment, pour pouvoir adapter aux besoins nos stratégies, puis vous revenir avec d'autres conseils sous une forme d'un autre webinaire au besoin, comme on l'a fait durant la période de la pandémie. Alors, ceci dit, donc, je vous remercie, puis je vous souhaite donc une bonne fin de journée en espérant donc que le tout puisse se résorber le plus tôt possible. Alors, à bientôt. Bonne fin de journée.